Traiter le stress. Dans cette séquence, nous allons aborder les méthodes qui peuvent être proposées, des méthodes médicamenteuses ou bien des pratiques non médicamenteuses pour traiter le stress. Il s'agit ici d'aider les personnes qui sont en situation de stress chronique, c'est-à-dire chez lesquelles le stress a été installé, durable, face à des agents stresseurs qui sont là depuis longtemps ou qui sont trop intenses ou qui durent trop longtemps, etc. Je vous rappelle que face au stress, nous ne sommes pas tous égaux et que face au stress, nous ne réagissons pas forcément de la même façon selon notre âge, selon l'état de santé dans lequel on est, etc. Donc ces médicaments ou ces aides qui sont proposées pour traiter le stress seront à adapter évidemment en fonction de la personne et pour une même personne en fonction de ce qu'elle est en train de vivre, de son âge, etc. Alors, nous allons traiter tout cela en plusieurs parties. D'abord, on traitera des traitements médicamenteux, en parlant des actions des médicaments anti-stress, mais aussi de leurs effets secondaires qui peuvent être néfastes et qui amènent à des protocoles de traitement très rigoureux. Et ensuite, on parlera des pratiques non médicamenteuses qui peuvent aussi aider à améliorer sa situation psychologique et physiologique face au stress. Alors, concernant d'abord les traitements médicamenteux, pour traiter le stress, on a recours aux médicaments qu'on appelle des anxiolytiques. Ces anxiolytiques, par définition, ce sont donc des molécules chimiques qu'on va donner aux patients dans l'objectif de traiter, c'est-à-dire de réduire les symptômes du stress. Cela va réduire normalement à la fois les symptômes physiologiques, par exemple les fréquences cardiaques qui augmentent, la respiration qui est difficile, etc. Mais ça va aussi traiter les symptômes psychologiques, l'idée étant que le patient se sente mieux et de revenir à une situation la plus importante possible de bien-être. Ces médicaments anxiolytiques, la principale classe d'anxiolytiques utilisés, ce sont les benzodiazépines. Et on va essayer de détailler un petit peu l'action de ces médicaments donc, chez les patients. Les actions sont bien évidemment avant tout un effet tranquillisant, c'est ce qui est recherché, et aussi un effet myo-relaxant. Alors myo, ça signifie en rapport avec les muscles, donc on va avoir une détente musculaire qui va s'associer à l'effet tranquillisant au niveau du cerveau, et l'ensemble de ces actions va permettre de se sentir mieux, de se sentir moins oppressé par la situation stressante. Il y a aussi d'autres actions des benzodiazépines, je n'ai pas tout détaillé ici, et notamment une action sur l'attention et la vigilance, je vais y revenir après. Plus précisément, au niveau cellulaire et moléculaire, les benzodiazépines vont se fixer à un récepteur, à un neurotransmetteur ou neuromédiateur qu'on appelle le GABA. Un neuromédiateur, c'est une molécule, une substance chimique ou plutôt biochimique. Ici, c'est une substance produite par notre cerveau et qui permet la communication entre les neurones. Un neuromédiateur est libéré dans une synapse, c'est-à-dire l'espace ici entre deux neurones, et va permettre d'activer le neurone qui se trouve après la synapse, par le neurone qui se trouve avant la synapse. On va parler ici donc d'un neuromédiateur particulier qui est le GABA, et ce GABA est un neuromédiateur assez répandu dans notre système nerveux, dans notre cerveau en particulier, et il a un effet inhibiteur. Une inhibition, on l'a déjà vu, c'est le fait de freiner, de ralentir, de bloquer l'action de quelque chose. Donc le GABA, c'est un neuromédiateur inhibiteur, c'est-à-dire que lorsqu'un neurone le libère vers un autre neurone, le second neurone sera inhibé. Il va moins fonctionner, donc moins transmettre de messages nerveux, de messages donc de nature électrique. Ce récepteur au GABA que vous avez ici sous forme schématique tridimensionnelle, c'est une grosse protéine faite en fait de plusieurs sous-unités, 5 sous-unités, 2 sous-unités de type alpha, 2 bêta et une gamma. Ce récepteur, il est inséré dans la membrane plasmique des neurones et il va recevoir et fixer le GABA. Si on schématise de façon plus radicale, on va dire, ce récepteur, vous le voyez ici en haut, vu de profil, comme dans la représentation précédente, et en dessous, vu d'au-dessus, on peut représenter donc les chaînes, les sous-unités de ce récepteur au GABA. Et voici un dernier type de représentation, le plus schématique, où l'on voit bien, en fonction des couleurs, les 5 chaînes de alpha, de bêta et une gamma. Chaque récepteur au GABA est capable de fixer 2 molécules de GABA, c'est-à-dire qu'il y a 2 sites de fixation de ce neuromédiateur. Et vous voyez au centre que ce récepteur au GABA est en fait un canal, c'est-à-dire que lorsque le GABA va se fixer à ce récepteur, le canal va s'ouvrir et laisser rentrer, il s'agit ici d'un canal à chlore, laisser rentrer du chlore dans le neurone qui a reçu le GABA. Lorsque le GABA se fixe à sa cible, à son récepteur, le chlore va rentrer et il va y avoir donc une inhibition du fonctionnement du neurone
post-synaptique. Eh bien, les benzodiazépines vont avoir un effet direct sur ce récepteur. Elles vont elles aussi être capables de se fixer au récepteur, mais pas au même endroit que le GABA. En effet, vous voyez sur ce schéma que le site de fixation des benzodiazépines se trouve sur la chaîne, la sous-unité gamma du récepteur. Et lorsque la benzodiazépine va se fixer au récepteur, à un autre endroit que le GABA, elle va potentialiser l'effet du GABA. Cela signifie qu'elle va augmenter son effet. On dit aussi que les benzodiazépines sont des agonistes du GABA, c'est-à-dire qu'ils augmentent son effet. On parle ici d'un effet allostérique positif, c'est-à-dire qu'en présence de benzodiazépines, le GABA sera plus efficace. Autrement dit, puisque j'avais dit que le GABA était un neuromédiateur inhibiteur, il y aura plus d'inhibition des cellules cibles. Dans les muscles, on peut comprendre assez facilement que cet effet inhibiteur va inhiber l'action musculaire et donc va relâcher les muscles. De la même façon, cela va limiter par exemple les tremblements liés au stress, puisque les muscles seront moins stimulés, et donc la présence de ces benzodiazépines dans les synapses au niveau du cerveau vont pouvoir avoir au final un effet myorelaxant. Enfin, en dehors de l'effet sur les récepteurs à GABA, les benzodiazépines vont aussi avoir un effet sur l'adrénaline, ou plutôt sur les effets de l'adrénaline sur notre corps. De la même façon que là, elles facilitaient finalement le travail du GABA, ici, les benzodiazépines vont limiter les effets de l'adrénaline. Or, l'adrénaline, on a vu, c'est par exemple la molécule qui va être responsable de l'accélération du rythme cardiaque, de l'accélération de la respiration, des contractions musculaires permettant par exemple d'avoir la chair de poule, etc. Donc, en présence de benzodiazépines, l'adrénaline responsable du choc ou du pic de stress dans une situation particulièrement stressante pour l'organisme sera moins efficace. Donc, ces anxiolytiques et en particulier donc les benzodiazépines vont à différents niveaux de l'organisme limiter les effets du stress, éventuellement du stress aigu, mais surtout du stress chronique. Maintenant, nous allons parler des effets secondaires. En effet, ces médicaments ne sont pas anodins, ils vont jouer sur le fonctionnement du cerveau en premier lieu, sur d'autres fonctionnements aussi, mais d'abord sur le cerveau. Et ils sont associés à un certain nombre d'effets secondaires qui peuvent être néfastes, délétères, et qui vont donc amener à avoir des traitements très contrôlées au niveau médical. D'abord, les benzodiazépines, surtout lorsqu'elles sont prises à haute dose, vont entraîner un effet de sédation, c'est-à-dire qu'on est moins vigilant. Il va y avoir des troubles de l'attention et éventuellement, pour des traitements qui seraient prolongés, des troubles de la mémoire. On avait vu que le stress aussi avait un effet sur la mémoire, donc si en plus on rajoute un médicament qui vient troubler un peu la mémorisation, eh bien le sujet est de plus en plus confus. Il va aussi y avoir un effet de fatigue, surtout quand elles sont prises à long terme, et puis éventuellement aussi une diminution de la libido, c'est-à-dire le désir sexuel. Tout ça fait que lorsqu'on prend des benzodiazépines, eh bien, il faut faire attention aux doses et il faut faire attention à la durée de traitement. À cela s'ajoute éventuellement, lorsque le traitement est long, un effet ou un syndrome de sevrage, c'est-à-dire que lorsqu'on arrête de prendre la molécule, il va y avoir une sensation de manque et une difficulté à s'en passer dans les premiers temps où on va arrêter donc, le traitement aux benzodiazépines. L'ensemble de ces effets secondaires a mené à la mise en place de protocoles médicaux rigoureux. En effet, donc, ces médicaments sont très limités dans la durée. Aujourd'hui, on ne prescrit pas de benzodiazépines normalement pour des traitements plus longs que 12 semaines. Sur les doses, on commence toujours par de petites doses, puis éventuellement, si besoin, on augmente les doses si ça n'est pas suffisant. Il est déconseillé les mélanges de médicaments qui pourraient avoir des effets qui se croisent. Il est aussi bien sûr déconseillé lorsqu'on est traité aux benzodiazépines de consommer des drogues ou de l'alcool. Tout ça pourrait avoir un effet sur la sédation, l'attention, la vigilance, etc. Et enfin, pour éviter le syndrome de sevrage, au moment de l'arrêt, on arrêtera progressivement, c'est-à-dire en diminuant les doses et en écartant les prises petit à petit, plutôt que d'arrêter d'un seul coup le traitement. Ces benzodiazépines sont donc des médicaments efficaces qui apportent un réel changement au niveau du stress, mais qui sont à prendre selon des protocoles médicaux rigoureux. Et puis enfin, pour terminer, il existe aussi un certain nombre de pratiques non médicamenteuses qui peuvent aider face au stress. Bien sûr, elles ne vont pas toujours suffire, c'est-à-dire qu'il y a des cas de stress d'individus qui auront besoin d'avoir recours aux benzodiazépines et aux anxiolytiques d'une manière générale. Mais chacun peut essayer de limiter son stress avant d'avoir recours à ces médicaments, étant donné les effets secondaires délétères qu'ils peuvent provoquer.
Les pratiques non médicamenteuses face au stress visent à limiter le dérèglement de l'organisme, puisqu'on a vu que le stress, c'était une adaptation à une situation extérieure jugée dangereuse pour l'organisme. Si ce stress est chronique, c'est qu'il y a eu une installation d'un dérèglement dans l'organisme et que l'homéostasie, c'est-à-dire cet état d'équilibre de notre corps, n'est plus possible. Ici, on va essayer donc de limiter ce dérèglement et en particulier le dérèglement de l'axe corticotrope, c'est-à-dire la collaboration entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les corticosurrénales qui produisent trop de cortisol lorsque le stress chronique est installé. En essayant de limiter la production de cortisol, on essaiera de limiter en fait l'action de cette hormone et tous les effets délétères qu'elle a lorsqu'elle est produite en trop grande quantité à long terme. L'idée est donc de favoriser la résilience, c'est-à-dire la capacité du corps, tout seul, sans médicaments, à revenir à un état d'équilibre et donc de bien-être. Pour cela, ce sont des habitudes d'hygiène de vie qui vont permettre de favoriser cette résilience. D'abord, favoriser le sommeil. On a vu dans d'autres séquences que le cortisol est produit pendant le sommeil et en particulier qu'il y a un pic de production vers la fin de la nuit, juste avant le réveil. Et on a vu aussi que chez les personnes chroniquement stressées, il y a un dérèglement des rythmes circadiens, donc de l'alternance jour-nuit et de la production de cortisol. Favoriser un sommeil de qualité et un sommeil régulier permet donc de favoriser la résilience de notre organisme. Par ailleurs, on peut faire attention à sa respiration. Bien sûr, dans une situation de stress aigu, on va avoir une augmentation du rythme respiratoire et une sensation de mal-être. Mais au cours de la journée, on peut essayer de favoriser une respiration qui va permettre une bonne oxygénation des tissus, d'une part, et d'autre part, de limiter les effets de l'adrénaline et du cortisol. Et puis enfin, tout ce qui va favoriser la détente psychologique et physiologique sera favorable à cette résilience, à cet état de bien-être et à limiter les effets du stress. Alors ça peut être prendre l'air, ça peut être faire du sport, ça peut être discuter, rencontrer d'autres personnes, etc. Mais tout ce qui va favoriser un état détendu de l'organisme, à la fois au niveau psychologique et au niveau physiologique, permettra aussi d'avoir un meilleur sommeil. Tout cela entretenu par une bonne respiration peut vous permettre de gérer votre stress sans avoir recours à des protocoles médicamenteux qui sont lourds et qui ne sont pas sans conséquences. Tout cela peut vous être particulièrement utile, lycéens, étudiants, pour gérer votre stress, mais pas seulement la veille des examens, mais aussi tout au long de l'année, pour gérer sa progression, son travail et son équilibre.